Bien le bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue sur Canal, bienvenue dans votre émission du matin de 9h à 10h30 tous les vendredis, samedis et dimanches. Et on se retrouve ce matin dans le Bonjour d'Algérie en espérant que le temps va s'améliorer un peu, qu'il soit un peu plus printanier, oui, ça se dit d'ailleurs, ce sera dans quelques instants l'occasion de confirmer tout cela avec Ferry El Chir, oui ou non il fera beau. Mais en espérant en tout cas que vous passez une agréable matinée, ce matin on retrouve Djalil Meraska. Après plusieurs semaines d'absence, il est de retour. Il est coach en nutrition du sport. Djalil Meraska sera sur notre plateau pour parler du sommeil et de Ramadan. Ça tombe très bien, nous sommes à J-3, voire J-4 au maximum. Abdelhakim Meziani, avec lui, c'est forcément l'agora du livre chez Mediabook. Et Mediabook, c'est la fameuse librairie de la maison d'édition. Laquelle, à votre avis? Hein, enfin, je vous le dirai tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est avec Hakim Meziani, qui est un communicant, qui est un chercheur, qui est un journaliste, qui est un homme de communication, vous avez compris que vous aussi, que moi aussi, j'ai oublié j'ai oublié le nom de la maison d'édition. Alors, c'est la maison des arts graphiques. Alors, mais il faudrait que je retrouve le nom exact. En plus, c'est un nom connu. Bah oui, c'est l'ENAG, voilà. C'est l'ENAG. C'est l'ENAG qui organise donc ces rencontres, ce fameux Agora du livre en plein cœur de la capitale. Et c'est Hakim Meziani qui nous en parle à chaque fois. Lui qui s'occupe d'ailleurs de modérer, mais surtout d'accompagner tous les auteurs et de les choisir et de les offrir à un public qui vient à chaque fois pour poser de bonnes questions. Et ce matin, c'est Mohamed Adbi qui sera sur le plateau. C'est Mohamed Adbi qui sera à l'honneur d'ailleurs mardi prochain. Mohamed Adbi qui est auteur. Abdelrahman Khalifa, il est historien et archéologue. Nassera Bouzar, elle est membre de l'association des Amis de Méliana, Art et Culture. Avec eux, on va parler du mois du patrimoine. Forcément, ça continue jusqu'au 18 mai prochain, mais ce sera l'occasion de parler d'un événement qui va se dérouler demain à la manufacture de Méliana. Et puis on finit avec Maya Amrani. Ben oui, c'est les samedis et forcément c'est avec elle que l'on clôturera cette émission. Elle sera avec Cheikh El Maharoussa, spécialiste du patrimoine. On va parler du costume traditionnel. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal. Sans plus tarder, c'est le verdict. Quel temps fera-t-il aujourd'hui avec Ferry El Chir? Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, quel temps pour aujourd'hui? C'est avec Fariel. Fariel, bonjour. Bonjour à vous, Mahlaz, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, ravis de vous retrouver. Eh bien, la tendance sera l'amélioration aujourd'hui. Le soleil reprendra le dessus pratiquement sur tout le pays. Il a beaucoup plu hier, comme prévu par Météo Algérie. Nous avons eu le passage d'une succession d'ondes avec des pluies sous forme d'orage assez marquées vers l'est. Météo Algérie prévoit aujourd'hui, après dissipation de brume, des nuages bas du soleil vers l'ouest, quelques faibles pluies résiduelles près des côtes centre en début de matinée, puis le soleil reprendra le dessus au fil des heures. À l'instant en revanche, il faudra patienter, le temps restera variable. Les éclaircies, elles seront de retour à partir de l'après-midi. Sur la partie sud, on notera un temps souvent variable au nord Sahara, au Sahara oriental, avec des soulèvements de sable au sud-ouest, au Sahara oriental, le Sahara central, et un temps voilé vers l'extrême sud, le Hogar, à partir de l'après-midi. Vous l'avez compris, eh bien le soleil est de retour aujourd'hui. On passe aux températures. Elles sont en légère hausse par endroit avec 23 degrés. C'est le maximum à Oran, 20 pour Tlemcen, Alger, 19 à Nabaskikda, 16 à Guelma, 15 seulement pour Sétif, en baisse à l'intérieur est, même température à Batna et c'est le minimum, 19 à Dulfa. Sur la partie sud, on relèvera 7 après-midi, 28 degrés à Biskra, 29 à Gharda, 30 à Béchar, 32 plutôt à Tindouf, 39 Taman Rasset, Janet, Ilizi, 36 à Darar, Ain Salah et un maximum de 44 degrés à Bodbedi Mukhtar et Angzam. Place aujourd'hui à l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, le ciel sera couvert pratiquement partout et le soleil aura du mal à s'imposer aujourd'hui. Le temps sera voilé donc à Montréal, couvert et pluvieux à New York, Washington, du soleil pour Topeka, Dallas. Côté température, on relèvera cet après-midi 16 degrés à Vancouver, il fera 22 à Los Angeles,
Même chose pour Topeka, 25 à Dallas, 27 à Mexico, 16 à Montréal, 22 à New York et enfin 26 à Washington. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h37. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 www.météoalgérie.dz. Je vous remercie pour votre attention à retenir le retour du soleil et des températures très agréables. À tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà. Ça, c'est le temps d'hier. Alors, vous l'aurez compris, grâce à cette météo, résidus de pluie, enfin les quelques pluies sur l'est du pays, sinon retour du soleil sur les autres régions du pays. Et à midi, un rendez-vous avec la météo. Augmentation des températures ou pas, ça remonte? L'ouest, mais l'intérieur, ça reste quand même frais pour la saison. 15 degrés. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est assez... Mais avec le soleil, ça va rentrer dans l'ordre. Eh ben très bien, on entamera la semaine dès demain avec du beau temps, on en est sûr. En attendant aujourd'hui, c'est toujours pas mal, hein, un peu de grisaille, ça fait réfléchir. Alors excellente matinée dans quelques instants. Jalil Meraska qui signe son retour dans la matinale. Jalil Meraska, coach en nutrition du sport, coach sportif. D'ailleurs, ce sera l'occasion de parler du sommeil et de Ramadan. Ce sera dans quelques instants, juste après Inès. Inès qui chante Salami. On se retrouve juste après.
Voilà, c'était Inès sur Canal. Inès en duo d'ailleurs. Et ce matin, on retrouve Gianni Miraska. Vous étiez où pendant tout ce temps-là, Gianni Miraska? C'est une très bonne question. J'étais caché chez moi. J'ai vu des photos. Ah ouais? Ouais. À l'époque où j'étais sur Instagram, c'était une autre époque. Ah ouais, c'est vrai. J'ai essayé de vous taguer hier, j'ai pas pu. Ouais, je me suis retiré. Ouais, j'ai remarqué ça. Parce que je trouve que c'est le réseau social par excellence Mhm. non pas du m'as-tu vu, parce que pas tous, heureusement, Bien sûr. mais vas-y que je poste mes photos. Donc du coup, j'ai trouvé ça un peu, je me suis dit, tiens, Ok. à l'ère où on essaye de mettre en avant l'intellect, mettre que les photos, essayer de se mettre en avant et mettre des filtres, c'était pas trop mon truc. Je suis resté Ouais. sur Twitter et Facebook. Ok, C'est un peu d'accord. Et D'accord. donc du coup, vous étiez aux États-Unis. Vous avez Ouais, fait ouais. une tournée? Ouais, j'ai fait une petite tournée, ouais. Une tournée de Du quoi? côté de l'Est. Et c'était Ouais, une petite. En fait, c'était. Moi, Pourquoi? à la base, j'ai été pour assister à des formations, en fait. Voilà, pour des D'accord. séminaires. Et en même temps, donc j'ai profité, j'ai fait du touring, vu que c'était la première fois que je vais aux États-Unis. Ouais. Franchement, donc c'était pour moi une première. Bon, c'est découvrir une autre civilisation carrément. Oui. Et puis voilà, c'est le En monde. termes de sport, différent. Oui, différent, complètement. Oui. La vision est complètement différente. Oui, tout à fait. La vision, en fait, c'est. Le sport, là-bas, c'est depuis des lustres. Hein. Donc, en fait, on va pas dire que l'activité physique, mais spécialement, en fait, quand on parle de musculation, là-bas, ils en font quelque chose de très spécial. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui fait ça. Et les personnes âgées, voilà, il n'y a pas de stéréotype face à ce sport-là. Contrairement à certaines régions d'Europe, pas tous, mais maintenant, ça commence quand même à émerger, et voilà, même en Algérie. Donc, c'est les femmes qui se mettent aussi à faire de la musculation aujourd'hui, et ça, c'est bien. Mm. Voilà. Mais sinon, Très bien. c'est très bien, hein, franchement. Sinon, votre corps par rapport au... Ah ouais. Ok. La Une petite évolution peut-être. La guerre de l'ego, votre corps, sinon, à côté de celui des Américains, est bien Ah ouais. ou pas bien? En fait, bon, ça, c'est un ça petit reste. boutade du Il y a, jour, il y a- il y a un petit peu l'aspect génétique. Eux, c'est vrai que depuis leur jeune âge, ils font du sport, donc déjà il y a ça. Mais aussi, c'est par Vous êtes un rapport à ancien gros, vous? l'environnement. Non, Pardon? vous n'avez jamais été un gros. Vous êtes un ancien Non. chétif, plutôt. Plutôt, oui. J'étais Ouais. un ancien maigre. Voilà, Un donc ancien j'étais maigre. très maigre à la base. Ouais. Et maintenant, J'étais faites-moi un coup de adolescent, bras comme ça. Oui, comme ça. Ok. Un coup de biceps plutôt. Ouais. Et, un coup de biceps. C'est ce que j'ai au mollet, moi. Ah ouais, ok. Vous faites de la marche peut-être. Ouais, beaucoup. Beaucoup de parcs. Alors, Djelil Meraska, vous êtes de retour sur Canal. Ça nous fait Oui. plaisir comme tous les samedis. Et ce matin, on va Plaisir. parler de sommeil, de jeûne et de Ramadan. Ramadan. J-3, J-4. On commence par quoi? Sommeil, Ben, jeûne. en fait, oui, à l'approche, ben, c'est à 2 jours, 2, 3 jours. Donc, c'est beaucoup d'Algériens se posent les questions, voilà, comme comment bien se nourrir, comment voilà, faire, comment rompre son jeûne, gérer son activité physique, gérer son stress quotidien et surtout le sommeil. Et justement, donc, j'ai remarqué que beaucoup de personnes négligent cet aspect-là, qui est le sommeil, et c'est ce qui explique justement que les personnes n'arrivent pas à retrouver justement une bonne énergie tout au long de la journée du jeûne. Voilà. Donc c'est finalement on se concentre, on est focalisé beaucoup plus sur l'alimentation, c'est-à-dire la fenêtre du iftar, et un petit peu sur comment gérer son quotidien, mais voilà, le sommeil on néglige ça, j'ai remarqué. Oui. On met ça en tout cas en second plan. Voilà. Il y a beaucoup d'Algériens voilà, qui veillent trop, et ils s'oublient, après ils se disent pourquoi ils sont énervés, pourquoi ils n'arrivent pas à gérer leur stress. Et finalement l'explication, à mon avis, l'explication est d'abord face à ce manque de sommeil. Ensuite, cette gestion alimentaire ou d'activité physique. Mais c'est d'abord gérer son sommeil, ensuite autre chose. Donc c'est très très important parce qu'en fait il faut savoir qu'un manque de sommeil, maintenant donc les études sont là, donc ils sont validées par la science, provoque beaucoup de dégâts au niveau de la physiologie humaine, au niveau des perturbations hormonales, à savoir donc des perturbations d'hormones de satiété, de faim. Donc la personne va percevoir une faim qui n'est pas normale durant la journée, donc va se retrouver à manger beaucoup plus durant les fenêtres d'iftar, et voilà, donc c'est un effet qui est vraiment très négatif pour le corps humain en tout cas. Oui. Donc ce manque de sommeil, quand il est cumulé surtout sur des journées et des journées, après donc il y a cette fatigue extrême parfois qui
très difficile à gérer. Donc, Ouais. et cette fameuse étude qui a montré qu'on peut tenir sans manger pendant quelques jours, ni sans boire aussi. Et par contre, au bout de 3 jours de privation de sommeil, c'est bonjour les dégâts. Donc, au ça. niveau métabolique, cardio-métabolique, Quel beaucoup de type de problèmes. dégâts? Ben, au niveau cardiovasculaire, déjà, très important. Donc, il y a toujours, quand en fait, on est privé d'une nuit de sommeil, Ouais. le lendemain, donc, on a remarqué qu'il y a des marqueurs de santé qui sont complètement chamboulés, Comme? à savoir la sensibilité à l'insuline. Ouais. Donc, il y a déjà une élévation légère de glycémie. Donc, la tension artérielle il y a de fortes chances qu'elle est plus élevée que la normale, en temps Ouais. normal. Des taux de cortisol qui sont plus élevés, qui est l'hormone de stress, quelque part. Oui. En fait, le problème, ce n'est pas le stress. Quand c'est un stress aigu, c'est physiologique, c'est normal. Mais quand il y a un stress qui est cumulé, et donc c'est chronique, là, c'est le plus gros problème. Et on a remarqué que c'est le manque de sommeil qui engendre justement ce stress chronique. C'est d'abord le manque de sommeil. Parce que quand on a un sommeil qui est réparateur, comme son nom l'indique, bah, finalement, on arrive à gérer tous les autres aspects, à savoir nutrition, activité physique. C'est pour ça que maintenant, on met le sommeil en ligne de... Voilà, en pole position des préoccupations. En pole position, tout à fait. En tout cas, alors, un bon sommeil, de bonne nuit de sommeil, pas n'importe quelle heure. Je veux dire, un sommeil de 6h du matin à 18h l'après-midi ne sert à rien. En fait, oui, c'est Oui le cas. Non? Oui. Parce qu'on a souvent entendu dormir, oui, mais à des horaires bien précises. Oui, en fait, des horaires bien précises, j'en doute. C'est pas précise, mais il y a peut-être une. Il y a ce qu'on appelle le cycle veille-sommeil. Donc, on va respecter ce cycle de veille-sommeil par rapport à l'environnement où on vit, c'est-à-dire par rapport à la lumière du jour. Et donc, ça dépend dans la région où on vit. Donc, si on respecte ce cycle veille-sommeil, en principe, c'est bon. Donc, si par exemple on est dans un pays nordique où le Maghreb c'est à 11h ou minuit, donc là, le sommeil peut éventuellement être retardé et ça pose pas de problème. Donc, si la personne dort de 2h ou 10h du matin, bah, c'est normal vu ce cycle. Après, bien sûr, donc ça, on appelle ça le rythme biologique. Donc, c'est le rythme circadien, entre autres. Et donc, si on arrive à respecter ça, bah, normalement, nous, ici en Méditerranée en tout cas, le Maghreb c'est à 20h. Donc logiquement, dans le meilleur des mondes, donc normalement on dort à 10h, 11h, on est déjà au lit. Bon, ça c'est dans le monde des merveilles. Ouais, ça c'est le sommeil réparateur. Quoi. Ça c'est le sommeil réparateur physiologique qui n'est pas remplaçable, pas du tout. En fait, si on prend ces trois pôles ou trois facteurs d'hygiène de vie comme l'alimentation, puisqu'on mange souvent, donc la nutrition en général, la nutrition humaine. Si on prend l'activité physique, qu'elle soit volontaire ou non volontaire, parce qu'il existe aussi l'activité physique non volontaire, c'est-à-dire c'est juste les exercices qui permettent juste d'augmenter. Là, la gestuelle que je suis en train de faire, c'est de l'exercice qui rentre parmi les dépenses énergétiques totales. Et on prend le sommeil. Donc si on pèse les trois facteurs-là, donc le sommeil serait beaucoup plus important et va contrôler ou va quelque part contrôler ces deux autres aspects qui sont la gestion d'alimentation et voilà. C'est pour vous dire que le sommeil a un lien avec la perte de poids et avec la prise de poids et avec la fonction cardiovasculaire, la fonction métabolique, la fonction du cerveau, donc tout ce qui est voilà, donc c'est tout. En fait, je pourrais dire, pas conclure, en fait, mais je pourrais dire que le sommeil, c'est tout. C'est quelque chose d'hyper important et les études le montrent de plus en plus. Voilà. Donc maintenant, Ramadan, c'est vrai que c'est une exception puisque... On va en parler d'ailleurs dans quelques instants. Un footing à 23h, vous en pensez quoi, vous? C'est très mauvais. Ouais. En fait, ça excite le cerveau. Ça excite en fait le système nerveux sympathique, en général. Donc ça veut dire que le soir, si on fait un footing ou autre chose, c'est-à-dire n'importe quelle activité physique, ça devrait retarder le sommeil. Enfin, pour la plupart des gens. Maintenant, si on fait du sport à 11h du soir, ben, ça veut dire tout simplement qu'on reste en état d'excitabilité après la séance de sport. Donc, la température du corps reste élevée, les battements de cœur, voilà. Donc, chez une personne qui peut être apaisée rapidement après la séance et se reposer, pourquoi pas, mais après, généralement, 11h, on devrait être au lit. En tout cas, par rapport à notre cycle veille-sommeil. Ce que vous dites, mais vous commentez à 1h du matin sur Instagram, qu'est-ce que vous racontez? Vous dormez pas tout, vous? Moi? Oui. 1h du matin. Oui. Ça peut être arrivé, mais une fois sur... Ah, vous dormez tôt? Oui.
Ah, vous êtes au lit? Très rarement, ouais. Ah, vous êtes au Très lit? rarement, je dépasse 11 heures du soir. Enfin, c'est rare où je dépasse 11 heures du soir. Ouais. Mais voilà, c'est juste que le plus important, je dirais, pour rester rationnel avec les conseils et ne pas rester objectif, c'est ne pas dépasser minuit. Voilà. C'est ça. Voilà, ne pas dépasser minuit. Et puis, si on a déjà minimum 6 heures, parce qu'en fait, Ouais. sur 95% de la population, on a constaté que la plupart des gens, s'ils dorment moins de 6 heures, c'est ça le problème, c'est moins de 6 heures. Donc entre 6 heures et 8 heures, c'est l'idéal. Maintenant, si on fait de sport, c'est encore mieux de dormir 7 à 8 heures. Ouais. Mais il faut prendre conscience que le sommeil, c'est très important pour ne pas se focaliser beaucoup sur l'aspect... Alors, oui, ouais. Mhm. J'ai perdu la moitié de mes cheveux. Oui, moi aussi. Non, Moi, c'est pas la moitié, c'est tous mes jeux. Bon. non, vous avez perdu. Quelques Je vais vous petits. dire, vous avez perdu un tiers. Hein. Ah oui? Ouais. Ça s'appelle la piste d'atterrissage. Ah d'accord. Après, vous avez toute votre ceinture qui est encore là. Ok, bah Si c'est vous bien, demain franchement. vous êtes complexé par ça, vous allez Non, pas vous du tout, au trouver un contraire, chirurgien, je- il va vous planter des, Ouais. vous planter des cheveux. Hein. C'est pas. Je sais très bien. Après, Pour vous le savez, moment, oui. il n'y a rien de grave dans ça. Hein. Pas Il du faut bien tout. se sentir dans sa peau, c'est tout. Oui, Ouais. Bah ça oui. l'est, ça l'est. Alors, j'ai fait 3 nuits sans sommeil, j'ai fini par perdre la moitié de mes cheveux. Vous en pensez quoi? Euh, 3 nuits sans sommeil complet. Hein. On fait pas les. J'ai fait une nuit blanche en privation dormant totale 1 heure. Ah, ça veut dire Ah ouais, privation 3 totale. nuits totales. Ouais. Oh, c'est beaucoup. Ouais. 3 nuits de sommeil, ouais, c'est beaucoup. Après, ça dépend généralement, il y a l'état mental derrière. Hein. C'est-à-dire, au bout de 3 jours, généralement, on fait même Avec des une, astuces. avec une perte de 6 kilos. Ah, Ouais. ça peut pas être en fait, parce que justement, c'est bien de l'indiquer, les kilos, ça veut pas dire grand chose en fait. Ça Ouais. peut être 6 kilos d'eau, forcément. Ouais, c'est ça. Oui, ça peut être de l'eau, ça peut être Ouais. d'autres matériaux, mais pas forcément pas la graisse, Ouais. parce qu'on perd du gras, bien au contraire, on perd du gras quand on a un sommeil réparateur. Ouais. Voilà, c'est-à-dire quand on dort bien, on a tendance à conserver la masse musculaire, qui est très très important, et voire prendre la masse musculaire si les autres conditions sont réunies, et aussi logiquement de perdre du gras. Donc on est en bonne santé métabolique. C'est-à-dire les gens qui dorment mal, finalement, ils ont plus tendance à prendre du poids Ouais. qu'à perdre du poids. On croit qu'on ne dort pas, parce que non, finalement, quand on dort mal, on a tendance à augmenter notre adiposité, donc on augmente notre prise de gras, Oui. parce qu'il y a des perturbations hormonales, c'est l'explication. Et derrière, donc, vu que la personne va avoir tendance à manger plus, donc elle va généralement, quand on dort mal, le lendemain, on a une faim qui est plus élevée. Donc c'est à cause d'une hormone qui s'appelle la leptine. Et donc le lendemain, la personne se retrouve là où il y a des aliments salés, là où il y a les aliments à haute palatabilité et agréables au goût. Donc elle va manger beaucoup. L'explication, elle est hormonale. Donc maintenant, pourquoi elle va prendre du poids? Tout simplement parce que je reviens toujours à cette balance énergétique. Cette personne-là était en surplus calorique, donc elle va prendre du poids parce qu'elle était en surplus calorique. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas ces hormones qui ont fait que... Pourtant, je vous dis, Oui, 3 nuits sans sommeil, 6 kilos de perdu. 72 heures debout, Ouais. 52 C'est un record. ça. heures au travail, perte de 6 kilos et de 4 à... C'est comme une ordonnance que je fais. 4 à 6 000 cheveux. Ah ouais, Ouais. 4 à 6 000 cheveux. Ouais. Vous l'avez comptabilisé? Comment Hein? ça Vous avez Vous savez que comptabilisé? les cheveux, c'est par zone. Ah d'accord. Et comment on va vous dire, on va vous planter Ouais. 2000, 3000, 4000. Ah ouais, c'est vrai, c'est C'est des curieux. bulbes. C'est des bulbes. D'accord. Et chaque bulbe, c'est plusieurs cheveux. Ouais, j'ai remarqué une poussée chez... À moi, il me poussait. Oui, oui. Vous trouvez? Si. Non. Depuis la dernière fois, en tout cas. Je ouais, vous fais un café. Et pourtant, je me suis coupé les cheveux. Peut-être c'est l'effet bronzage aussi, des fois. Ouais, j'ai bronzé. Ouais, Beaucoup ça- bronzé. L'effet bronzage camoufle. J'étais à Miami de Didouche Morin. Ah Je suis monté à Los Angeles de Ah ouais. Pasadena. Ah là, Et c'est... quelquefois, j'allais à Boston Ah ouais. de la Grande Poste. Et il m'arrive souvent d'aller à Ben Ramdan. Ah ben Ramadan. À Ben Ramdan, mais là, on l'a baptisé The Texas. Ok. Ouais. Alors, du coup, Jalil Meraska, avant de vous laisser repartir, Oui. on passe à l'autre partie. Le sport et Ramadan. Oui. Peut-on jeûner et pratiquer du sport quand on mais un vrai sport, hein, pas Ouais. tiens on va marcher, puis on marche ensemble et puis on discute, vous me racontez votre vie, je vous raconte la mienne et puis je vous dis que ça va mal et puis D'accord. non, du vrai sport quoi. En fait, ça, c'est du sport. Hein. La marche, c'est considéré comme une activité physique. À part Attends, il y a marche et marche, attention. Oui,
Oui. C'est clair. Parce c'est que clair. si on se pavane et qu'on marche ensemble juste pour discuter, on peut marcher d'ici à Stawali si vous voulez, ça ne changera rien. Je veux dire, En termes de dépenses, oui. Parce que bon, c'est plus on sûr. marchera effectivement, mais Tout à je veux fait. dire, il y a marche À cadence, oui. soutenue, voilà, C'est ça, à cadence soutenue et il y a Ouais, marche, ouais. bon. C'est vrai que c'est différent parce qu'il y a aussi des chaussures adaptées. C'est vrai que c'est toute voilà. Et après, le sport, oui, c'est vrai qu'on peut faire du sport à condition, c'est toujours la première condition, c'est d'avoir d'abord un sommeil réparateur la veille de la séance de sport. C'est Ouais. la première condition, ce n'est pas manger sahur ou c'est pas du tout ça. On peut rester à jeun pendant 24 heures, rien manger, Oui. juste boire un peu d'eau Oui. et pouvoir faire son activité physique si on a bien dormi. Par D'accord. contre, si on a mangé, même si on a mangé, supposons qu'on n'est pas au mois de jeûne, on n'est pas au mois de Ramadan, on a bien mangé tout au long de la journée. Mais si on a mal dormi la veille, on aura une séance qui est catastrophique. Donc c'est d'abord, moi le sommeil de la veille de la séance, je l'appelle le pre-workout, carrément. C'est-à-dire c'est votre collation pré-entraînement. Ce n'est pas quoi manger. Est-ce que vous avez fait votre plein d'énergie en termes de d'énergie, en termes de sommeil. Si vous avez bien dormi, vous allez faire une bonne séance. Donc c'est la première condition. Si la personne a bien dormi la veille, elle peut faire sa séance de sport, qu'elle gère son intensité, ça dépend de l'environnement, s'il fait chaud ce jour-là, voilà. Mais sinon, elle peut faire le plus normalement possible. Là, je parle des personnes en bonne santé, bien entendu. Là, on parle des gens qui se portent en bonne santé. Tout à fait, elle peut faire sa séance de sport à condition qu'elle soit à quelques minutes. Donc ça, c'est l'idéal, c'est de la faire avant le ftar, à quelques minutes, voire 2 heures ou 1 heure avant le ftar. Dans votre cas, c'est ça ce qui va se passer? Oui, Vous moi allez la faire première de la semaine. gonflette 1 heure avant le ftar? En fait, c'est pas de la gonflette, c'est du vrai sport, hein, attention. Alors, du coup, quand vous avez un gros comme moi et obèse qui vous regarde, Oui, je qui comprends. regarde votre corps et qui vous dit de Oui. la gonflette, forcément, c'est parce Oui. qu'on est un peu jaloux. Ah On est oui, un peu jaloux. d'accord. Bah ok, oui. je comprends. Voilà, tout Ouais. simplement. D'accord. Oui, c'est vrai que ça gonfle. Après, le fait de gonfler, c'est physiologique en fait. Ouais. Hein. C'est de l'eau, c'est du glycogène, c'est des matériaux contractiles qui font que le Mais muscle. vous allez faire votre séance de sport, vous, avant le jeu. Avant la rupture Oui, du oui. jeûne. Par la première semaine, je prends repos. La première semaine, je fais rien. Et après ensuite, je reprends. En fait, moi, le mois de Ramadan, je mets mon sport, ma diète et tout en stand-by. Je me concentre sur autre chose. C'est quoi l'autre chose? Voilà. L'autre chose, c'est tout simplement la dimension la plus importante au Ramadan, c'est la spiritualité. Voilà, c'est l'aspect repos, méditation, C'est bien. marcher. Ouais. Oui, je fais Ouais, ça c'est- souvent. C'est très important parce qu'en fait, on a souvent, on s'oublie quelque part dans ce sens. Il y a beaucoup de gens Ouais. qui, avant le Ramadan, s'inquiètent comment je fais pour conserver ma masse musculaire, comment je fais Ouais. pour garder mes habitudes saines et tout. Alors Mais que vous, après, c'est dans la tête que ça se passe, quoi. ça se passe dans la Vous tête, musclez le effectivement. cerveau. Tout à fait, ça se dit. Ouais. Machallah, mon frère. Ah bah ça Allah, se dit, hein. machallah. C'est en fait, il y a la Non, non, je n'ai nourriture. pas dit le contraire, hein, mais je. Bah, je c'est la découvre nourriture un côté, spirituelle, hein. شوف اخي اسمع الخير اسمع قال لك رمضان با سبور Non, c'est pas de sport. C'est قال pas لك de sport. رمضان كاع نحيهم كاع قال لك رمضان خلي فيها غير لا سبيريتواليتي Bah oui, on fait, on a Non, 11 bah. mois. On a 11 mois de travail. Voilà, on peut faire son sport. Après, il y a un seul mois où. Je vous on taquine, est là. hein, l'akh Jalil. Je sais vous bien, taquine. c'est sympa. Mais en tout cas, je vous dis, moi je prends cet ascendant parce que le fait de ne pas manger, maintenant les études le montrent et le valident quand on est à jeun, c'est-à-dire Ouais. on arrive à mieux se concentrer au bout de quelques jours, donc C'est on ça. a une acuité plus importante. C'est ça. C'est grâce à certains hormones comme le BDNF, comme Ouais. certains neurofacteurs au niveau du cerveau, et justement on est mieux concentré, on arrive à Ouais. mieux faire de la méditation et tout, et voilà. Sinon, si pour finir, en termes de nutrition, c'est très simple. Ouais. Si le jeûne, c'est un très très bon moyen de perdre du poids. Comment? C'est en Aussi. créant un déficit calorique. C'est la seule explication. C'est-à-dire si on va manger moins durant les fenêtres de ftar, ben forcément à la fin du mois, on va perdre du poids. Donc, sinon, À ce qui paraît, vous revenez pas tous les samedis, c'est toutes les 2 semaines. oui, probablement. Pourquoi? Donc, en fait, Vous allez aux États-Unis tous les non, semaines non, et c'est pas puis tout ça. ça Non, y est, pas vous tout avez pris goût. non, c'est pas ça en fait. J'ai pas pris goût, mais bon, j'ai d'autres obligations en fait, les autres samedis. Ouais. C'est dans ce sens. Je reviendrai pour un sujet plus intéressant, Inch'Allah. Merci Jalil, merci à vous. Merci. Réseaux Voilà, sociaux. vos adresses en tout cas, on peut les retrouver pour ceux qui veulent des conseils. Oui. Un Instagram, tiens, DZ Ah ouais. Fitness, un nutrition avec des tirés du 8. C'est ça, c'est ça. Et Facebook, DZ Fitness et nutrition. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Moi, je vous conseille d'aller chez Twitter aussi. C'est un peu élitiste, Ah mais bon vous allez trouver de bonnes personnes. D'accord. Des sujets, vous allez trouver des personnes qui auront besoin de vous.
D'accord, Ouais. à Twitter. Ouais, des gens qui passent leur vie sur Twitter à poster des infos, mais Ok, qui ont besoin aussi de rencontrer des personnes qui peuvent apporter sur le bah, plan c'est bon à savoir. nutrition et sport. Super. Merci encore. Très bien, merci à vous. Ben, je vous Bon, bah, on remercie. se retrouve quand vous voulez. Inch'Allah, Quand ouais, vous- samedi. Eh bah, très bien. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Abdelhakim Meziani. Bah oui, vous le connaissez, c'est un homme de communication. Il ne sera pas seul, il sera avec Mohamed Dahatbi, il est auteur. On va parler de l'Agora du livre, le premier du mois sacré de Ramadan. Ce sera à quelle heure, tiens? Est-ce que ça restera les mardis, à 14h ou est-ce qu'on va décaler à la soirée? Ça, c'est la bonne question. Ça se passe chez Mediabook. Mais ça, on y revient dans quelques instants, juste après ce marché que l'on va découvrir. Le marché des épices de Tlemcen. C'est signé Nasserine Ben Saïdi. C'est bien les épices ou pas? En fait, moi, les épices, oui, c'est bien sûr, c'est bien, oui. Si on aime bien manger les épices, c'est bien. Dans quel sens c'est bien, pas bien? C'est bien sur le plan nutritionnel ou pas? Oui, Quand on veut avoir une vie, un corps sain et tout, je sais pas. oui. Mais il y a On parle pas de beaucoup plus. mayonnaise et de harissa, on parle d'épices. Oui, les épices. Curcuma. C'est très bon, ouais, apparemment on dit que c'est un anti-inflammatoire. La c'est un curcumine, truc. c'est le principe actif du C'est curcuma. C'est intéressant, oui, les épices c'est bien, mais c'est surtout par rapport à la palatabilité, par rapport au goût. Hein. Donc si on aime bien ça. tout ce qui est épicé, oui, pourquoi pas. Faut éviter le poivre noir, ce qui paraît. Ah, d'accord. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Donc, juste après ce reportage de Nasserine Ben Saïdi sur le marché des épices de Tlemcen. Allons-y. Nous sommes ici au marché de la Lamrnia. À l'entrée du marché déjà, les odeurs des épices chatouillent nos narines et nous transportent. Ce lieu bien achalandé constitue la destination préférée des Tlemceniens, notamment à l'approche du mois sacré. Ce lieu nous rappelle nos racines. Les gens viennent ici des quatre coins du pays. من الجي بون كما كل عام حنا كيقرب رمضان نجو Je suis venu d'Alger spécialement pour acheter les épices de la harira, du poivre et du piment rouge. مع العام كيما الحريره ناكلوها العام كاين تاع الكمون فلفل كحل فلفل احمر Je viens spécialement ici pour acheter Ras el Hanout. Nous avons une marchandise de qualité. Les épices sont moulues sur place. Ici, on trouve toutes les épices, condiments et herbes aromatiques pour la préparation d'une bonne harira, en commençant par Ras el Hanout, le curcuma et carvi. Pour obtenir une bonne harira, il faut absolument mettre les épices qu'il faut. Ces épices nous viennent du Bangladesh, Pakistan et l'Inde. Ils sont importés. Nous avons l'habitude de venir ici. On est sûr que les épices sont de bonne qualité. Ce lieu accueille chaque année des visiteurs venus des différentes wilayas du pays. Tous sont attirés par la qualité des épices fraîchement moulues au prix abordable. Voilà, c'était donc un reportage avec Nasserine Ben Saïdi et nos confrères de la rédaction des chaînes arabophones d'ailleurs de l'EPTV, les marchés des épices de Tlemcen. Le marché en particulier, c'est Nasserine Ben Saïdi qui nous en parlait ce matin. À la veille de Ramadan, ça tombe très bien. Premier rendez-vous pour l'Agora du livre avec les éditions ENAG, ça se passe mardi prochain. Vous avez changé d'horaire ou pas, Abdelhakim Meziani? Non, Non non. 14h, Ramadan. 14 heures en plein Ramadan, on va tester. Vous allez vite déchanter. Hein. Une expérience vaut d'être vécue. Très bien. Surtout que nous commençons très bien le Ramadan. Ça tombe bien parce que votre premier invité, c'est Mohamed Dahatbi. Bienvenue à vous. Merci. Bienvenue sur le plateau. Et je vous cède la parole. Un choix judicieux que Mohamed Dahatbi, pour une raison très simple, parce que le Ramadan, pour les uns, est synonyme de piété, de charité, de générosité. Et pour les autres, de nervosité, de relations acides, alors que le Ramadan correspond à un état d'esprit, un état d'âme où la spiritualité occupe une place de choix. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi Mohamed Dahatbi. En le choisissant, c'est le soufisme que nous mettons sur un piédestal, un soufisme qui invite le commun des mortels, le croyant, à partir à la recherche de la perfection, à la recherche de la beauté, comme dirait El Hallaj, à la recherche de Dieu, pour se hisser à son niveau. Mais pas selon l'entendement de certains extrémistes
qui ont été à l'origine de l'assassinat de Al-Hallaj. Al-Hallaj ne voulait pas dire que l'homme pouvait devenir Dieu. Il pouvait accéder à la perfection, à la beauté telle que préconisée par Dieu. Allahu Jamil wa yuhibbul Jamal. Donc, nous voulons démarrer donc, ce mois de Ramadan, ce mois de solidarité, je préfère, à la charité, à la générosité, parce que la solidarité agissante, qui doit être toute l'année et pas uniquement à l'occasion du mois de Ramadan, doit permettre donc à tout un peuple, à toute une communauté musulmane, quelque peu galvaudée, quelque peu trahie, quelque peu plombée, de se réconcilier avec elle-même et par la même occasion d'aspirer à une vie meilleure, à un vivre ensemble des plus qualitatifs, des plus conquérants. Donc c'est selon ce générique que nous avons donc opté pour que M. Mohamed Atbi soit notre invité, d'autant plus qu'il consacre l'essentiel de ce travail, de son travail, à la quête de la perfection, à la quête de la beauté. Et ce n'est pas sans raison qu'il a signé la présentation d'un livre axé justement sur l'esthétique et comment cette esthétique occupe une place très importante dans la vie du musulman, contrairement à ce que d'aucuns veulent nous faire croire, la musique étant illicite, les arts plastiques étant illicites, alors que en islam, seule la représentation de Dieu n'est pas tolérée, alors qu'en islam, tous les arts ont pu se développer, particulièrement en Algérie, à l'époque des Iyanides, où les savants et les artistes avaient une place très importante, et après leur mort, ils étaient enterrés dans un espace qui était réservé aux princes pour dire que la culture et la science occupent une place très importante dans la société algérienne. Mohamed Atbi, est-ce qu'il vous est possible de nous présenter justement ce livre qui est dédié à l'esthétique, à la recherche de la beauté? Oui, merci. Quelque part dans le livre, à la fin, au dernier chapitre, j'ai cité Roger Garaudy, qui disait que tous les arts de l'islam mènent vers la mosquée. Très juste. Dans un sens où, selon le soufisme, on doit se préparer à devenir meilleur. Et comme toute préparation, on doit prendre un élan. Nous sommes à la veille du Ramadan. Généralement, le soufi, il se prépare tout le temps. Ce n'est pas une occasion qui va le soustraire à ses obligations de retour vers soi-même, de muraqaba, de contrôle de soi, etc. Mais il y a dans la tradition une préparation à partir de Rajab. De Rajab, les 3 derniers mois, Rajab, Sha'ban, Ramadan. Ils servent de tremplin pour arriver à bien se préparer pour Ramadan. Et Ramadan, il prépare mieux pour l'année prochaine et pour tout un parcours de vie. Il ne s'agit pas de piétisme, de moralisme, de sentimentalisme. Il s'agit d'être humain, d'humain profond. Comment arriver à devenir vraiment un être humain, un adamique? Et ça, c'est un travail de toute une vie. Notre grand ennemi, c'est nous-mêmes, c'est notre ego, c'est nos aspirations exagérées, c'est notre non-contrôle de nous-mêmes. Donc il faut d'abord nourrir cet esprit, comme le dit René Guénon, d'intellectualité, de fahama, c'est-à-dire de comprendre les idées abstraites, les idées métaphysiques abstraites, et aussi de pratique. Parce que la pratique, si elle ne mène pas à une meilleure connaissance de soi, à une amélioration de soi-même, elle ne sert à rien. Toutes les ibadat, s'ils sont vidés de cette quête vers soi-même,
elles ne servent à rien. Donc, généralement, le soufisme, il est attaqué de toutes parts, comme vous le savez. Pourquoi il est attaqué? D'abord par l'ignorance. On ignore l'essence du soufisme. Et c'est particulier aux trois religions, d'ailleurs. Donc, les gens qui sont l'équivalent du soufisme chez les chrétiens et les juifs, ils sont logés à la même enseigne. Par contre, dans certains peuples, chez les Chinois, les hindous, ils n'ont pas ce problème. Parce que tout ce qui est mis en avant, c'est justement cette connaissance de soi, cette sagesse, cette connaissance métaphysique, l'irfan, ce qu'on appelle en arabe l'irfan, connaissance de soi-même. Et le côté moral qui est pris en charge chez les Chinois par le confucianisme, par exemple, il vient au secours, il vient comment dire, c'est juste une arme pour arriver à un but. Une opposition à l'extrémisme, en d'autres termes. Quand on met en avant le côté éducation spirituelle, ou ce qu'on appelle initiation, on n'arrive pas à devenir une société où il y a des extrémistes. Mais dans les trois religions, il y a parce qu'on a mis en avant le côté littéral, le côté ce qu'on appelle ibada, sharia, etc., avant le côté spirituel. Comme si on acceptait le soufisme ou l'initiation, c'est juste quelque chose d'annexe. Ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Alors que non, c'est les autres choses comme le dogme et la sharia et la loi, c'est eux qui servent l'essentiel qui est l'initiation. L'homme, il a été créé pour se connaître, pour ne pas se rater dans la route. Dieu nous a donné cette vie pour arriver à accéder à cette connaissance métaphysique, pas les connaissances pour travailler ou pour être médecin, la connaissance de soi. Et c'est des connaissances qui ne viennent que par la pratique de cette voie vers soi-même, qui se connaît soi-même, connaît Dieu. Et c'est ça le but de la création. Donc souvent, dans le tumulte de notre vie, parce qu'on a des devoirs, on doit travailler, on doit manger, on doit dormir, on doit faire... On oublie qui on est, on oublie quel est notre devoir envers nous-mêmes, quel est le capital qu'on a, c'est le capital vie. Cette vie, elle est très importante. En fait, on existe depuis avant d'être né, ici, dans cette dimension. Mais pourquoi on est là? Pour qu'on accède à un meilleur statut spirituel et de connaissance. Et là, la plupart des gens, justement, avec cette vie moderne, axée sur l'individualité et pas la supra-individualité, c'est-à-dire les gens pensent qu'à eux-mêmes, c'est eux-mêmes le monstre. Le monstre, le totem, c'est nous-mêmes. C'est Had al-Nafs qui est entre nous. Sans ces raisons, Mahrez aurait posé la même question que moi, qui vous ont amené donc à créer une véritable collection dédiée justement à cette quête de la connaissance, à cette quête de la perfection. Oui, notre société a le droit sur nous d'être éclairée quand on la laisse accéder aux introductions. Parce que le livre, ce n'est pas une question livresque, le soufisme, ce qu'on appelle le seyr ou suluk, l'itinérance spirituelle, marcher dans cette voie ma'nawiya, à l'intérieur de soi-même, ce n'est pas une question livresque. C'est vrai, mais le livre peut faire accéder la personne à ce qu'on appelle l'intellectualité, le fahm, comprendre ces choses-là, sortir de toute la rationalité qui a pour objet que les choses finies, que les choses contingentes, c'est-à-dire réfléchir que sur, par exemple, la matière, le vivant dans cette dimension, et non pas sur ce qui dépasse au-delà de la physique, au-delà des choses matérielles. Et c'est ça la connaissance de Dieu. Si on n'arrive pas, on n'arrive plus, on commence à le perdre chez nous, alors qu'on est une société orientale,
une société traditionnelle dans son essence, on commence à perdre cette capacité, à devenir des handicapés. Les Européens, ils ont travaillé depuis 3 siècles pour détruire cette capacité chez eux. Il y a René Guénon qui a essayé de la rétablir avec force conviction. Et, alhamdoulilah, il y a quand même maintenant une micro-société de gens lumineux, etc. Et on ne devrait pas nous sortir de ça. On devrait comprendre les choses qui sortent du palpable pour accéder au vrai. Parce que si on réfléchit un peu sur notre âme, est-ce que notre âme est palpable? Est-ce qu'elle est mesurable? Est-ce qu'on peut la tester dans un laboratoire? Et donc notre véritable identité, elle dépasse le côté contingent, le côté matériel et limité de cette dimension dans laquelle on vit. Mais en même temps, cette dimension, et grâce au corps justement, on peut faire du bien, on peut accéder à des choses. Et le corps, c'est un tremplin vers cet accomplissement, comme la vie est un tremplin, comme la charia, la prière, l'aumône, c'est un tremplin pour ça. Il faut pas perdre le nord. Le but, c'est la connaissance, l'irfan, ma'rifatullah, c'est ça le but. Ma'rifatun nafs, ma'rifatullah. Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas séparé, il n'y a pas de multitude ontologique, il y a une unicité. Alors, justement, quels sont les livres qui vont être proposés à l'occasion de l'Agora du livre, donc, qui est prévu pour ce mardi à 14h à la librairie Mediabook? Nous avons plusieurs choses. C'est-à-dire, nous avions fait un colloque sur Ibn Arabi à l'occasion du 850e anniversaire. D'ailleurs, j'ai été reçu. Un hommage particulier a été rendu à Ibn Arabi par d'éminents spécialistes. D'autant plus que, كما نقولوا بالدرجة نسالوا فيه. Là, on a tendance à éloigner tout ce qui nous a accompagnés durant notre histoire. Les Idrissides, par exemple, on n'en parle pas du tout, alors qu'ils étaient présents en Algérie avant d'aller au Maroc. Notre région. Ibn Arabi, qui a étudié ici, donc à Béjaïa plus exactement, et qui a épousé une bougiotte, on ne le revendique pas, alors qu'il a été, bien sûr, de loin, l'inspirateur de l'Émir Abdelkader. De Cheikh Al-Alaoui. Et de bien d'autres. Donc, nous sommes une terre, chez l'Algérie politique, nous sommes une terre, c'est-à-dire nous, l'Afrique du Nord, et toutes les terres du monde, même en Europe, c'était une terre spirituelle avant qu'elle soit asséchée. S'il n'y avait pas l'émir et le Cheikh Al-Alaoui et René Guénon, l'Europe, il n'y aura plus de spiritualité. Heureusement, maintenant, il y a une élite spirituelle. Même chez les chrétiens, mais qui disent Guénon, qui disent Cheikh Alaoui, il y a quand même une petite oasis de lumière et de vie, de vraie vie en Europe grâce à ces gens-là. On ne mesure pas assez le travail du rénovateur qui était Cheikh Al-Alaoui et qui était avant lui l'Amir Abdelkader par son exemplarité. Et on a commencé à ça et depuis quelque temps, on commence à éditer René Guénon. Voilà. C'est intéressant tout ce que vous êtes en train de dire. Vous remarquerez que je me suis tu, que je vous ai cédé la parole. On rappelle l'événement, c'est pour mardi. Mardi, donc. Vous en saurez beaucoup plus. À 14h. À 14h. À 14h. Et le mois de Ramadan sera dédié justement à la spiritualité. À la spiritualité, puisque nous allons inviter Mustafa Sherif, Shamsuddin Chitour et bien d'autres qui ont consacré leurs ouvrages à la spiritualité, à l'islam, pour surtout débusquer le discours des faux dévots et permettre aux Algériens de découvrir à l'évidence ou de redécouvrir selon que le soufisme, s'il a été toujours combattu, il a aussi été encouragé par des personnalités insoupçonnées. Par exemple, on fait tout le temps le projet de Ibn Taymiyyah, alors que Ibn Taymiyyah était parmi les grands défenseurs du soufisme au même titre que Cheikh Al-Ghazali, qui a été l'auteur de la revivification des sciences religieuses. Le soufisme, c'est le sunnisme,
c'est une façon de s'élever et d'aller à la quête de la connaissance, de la perfection, de se rapprocher de Dieu. Et mardi prochain, la suite. Merci encore, merci d'avoir été avec nous ce matin donc, sur le plateau. Saharam Dankoum. Saharam Dankoum, d'avance. Bah oui. Merci Abdelhakim Messiani. On ne change pas nos habitudes, on se retrouvera le samedi matin. Toujours. On parlera des rendez-vous du mardi qui, j'en suis sûr, je vous le dis, qui, j'en suis sûr, vont changer d'horaire. Vous allez voir que vous allez prendre goût aux débats le soir. En plus, vous les connaissez bien, les débats, les débats du soir et la modération le soir aussi. J'ai été mis en minorité, donc comme je suis démocrate, j'ai laissé faire. Bon, c'est une expérience. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, ça va être un bel événement et on le rappellera. Et on sera honoré d'y être. Mardi, 14h avec Mohamed Atbi, bien évidemment avec Abdelhakim Messiani, Agora du livre, chez Mediabook. Allez, excellente matinée à vous tous. Nous, on se retrouve dans quelques instants. On va parler du mois du patrimoine avec la célébration, avec des ateliers organisés pour les enfants. Ça se passe dans un musée, celui de la manufacture de Mediana. C'est Feli El Hamdi qui a été sur place et voici son reportage. Notre destination cette fois-ci, Mediana, et plus précisément le musée de la manufacture d'armes de l'émir Abdelkader, édifié en 1889. Durant notre visite, nous avons rencontré ce groupe d'élèves de l'école primaire Zahia El Hafaf, qui célèbrent le mois du patrimoine à leur manière. Un riche programme a été concocté pour ces petits amoureux des musées. À l'occasion du mois du patrimoine qui se déroule entre le 18 avril et le 18 mai, la manufacture d'armes de l'émir Abdelkader a organisé un riche programme au profit des enfants et des écoliers pour faire connaître l'histoire de notre glorieux émir Abdelkader et ce majestueux monument. Et c'est pour initier les enfants à la culture du musée parce que les enfants n'ont pas cet esprit de venir à un musée juste pour visiter, mais on attire les enfants à faire connaître les monuments et l'histoire de notre cher pays à travers ces ateliers pédagogiques. Première étape, une visite guidée très riche en informations sur l'émir Abdelkader et la manufacture. C'est l'historien Abbas Ben Youssef qui s'en occupe. النشاطات اللي داروهم لنا في هذا المتحف متعددة ومليحة، منها الرسم ومنها النشاطات الأشغال والقصص بالفرنسية مليحة. On faisait des activités, on dessinait, on faisait de la poterie, c'était extraordinaire. لقيت آثار وصوالح قدام اللي نستخلصوا منهم الناس بكري واش كانوا يخدموا واش كانوا يديروا، ونستخلصوا منهم ثاني الثقافة تاعنا تاع البلد تاعنا والتراث تاعنا. Des ateliers de dessin, coloriage, découpage, des jeux, il y en a pour tous les goûts. Moi, je m'occupe de l'atelier dessin et peinture pour former les enfants et leur élargir un peu les connaissances de base artistiques concernant tout dessin et aussi la formation et les bases du dessin. Et donner la chance à l'enfant, la créativité et la composition et en même temps l'observation dans la nature. Moi, j'essaie de leur faire découvrir, disons, les richesses du patrimoine culturel de la ville de Miliana à travers le dessin, le découpage, le coloriage et le collage. Donc on a choisi un monument historique très connu à Miliana, c'est la Bab el-Gharbi. Et donc avec les enfants, on essaye de leur faire aimer et estimer cette valeur archéologique que revêt la ville de Miliana. À la recherche des soldats de l'émir Abdelkader, c'était le thème de la chasse au trésor dans les espaces du musée. C'est une occasion pour nous, surtout pour les élèves de l'école primaire Zahia El Hafaf,
de connaître leur patrimoine avant tout, et de faire plusieurs activités, et enfin de sécuriser, ce qui est très important, sécuriser leur patrimoine culturel. Dernière consigne avant les fouilles. Armés de truelles, pinceaux et pelles. Ces enfants s'attaquent à ce chantier archéologique. Une manière ludique de s'initier à la science des choses anciennes. Une matinée riche en enseignements. لو كان نحوسوا على القطع الأثرية باش هكا نشوفوا كيفاش كانوا يديروا من قبل ما كنسيبوها لازم نبعدوا عليها التراب ومن بعد هناك نراقموها نشوفوا وين صبناها. البحث عن قطعة حجرية تاريخية. اليوم نديروا المعلومات تاعها في ورقة ونكتبوا الاسم تاعها والحجم واللون تاعها وأين عثرنا عليها. في شهر التراث نزوروا الكثير من المتاحف باش نتعلموا ونستفادوا. ستة أولاد عايشين ما بين يماهم وباباهم. Lorsqu'elle parle, tout le monde se tait et écoute. Tata Khera, passionnée de contes, nous a fait voyager à travers ses histoires. La digne héritière d'une tradition qui perpétue le legs ancestral, le conte gardien de la mémoire. J'étais enseignante et je me suis jurée après ma retraite, je ferai les contes pour les enfants parce que je voyais un manque d'épanouissement dans ma vie d'enseignante chez les enfants et c'est pour ça que j'ai choisi de faire le conte pour les enfants, pour les amener vers l'imaginaire, vers les descriptions de la nature, les descriptions de la beauté. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Ces ateliers dureront jusqu'au 18 mai, une occasion pour investir dans les générations et la consolidation de l'identité nationale et culturelle liée au patrimoine. Le patrimoine du côté de Médiana raconté ce matin par Fadel Hamdi dans ce reportage sur le fameux musée de la manufacture, le musée de Médiana qui a reçu ses enfants avec cette chasse au trésor mais également cette initiation au patrimoine. Pour en parler ce matin avec nous, Nasser Abouzar, bienvenue. Alors vous êtes membre d'une association qui s'appelle les Amis de Médiana, Art et Culture. Bienvenue sur le plateau. Accompagné aujourd'hui de Abdelrahman Khalifa, bienvenue à vous. Historien, archéologue, vous êtes de retour sur le plateau pour nous parler d'une conférence qui aura lieu demain sur le patrimoine de l'Algérie. Et d'ailleurs, cette fameuse préoccupation devenue thématique, d'ailleurs, la sécurisation du patrimoine, on va y revenir. Ça va se passer demain dans ce même musée. Exactement. À la fonderie. À la fonderie. À la fonderie. À la fonderie de Médiana. Eh bien, bienvenue à vous. En tout cas, on va commencer par vous, Nasser Abouzar, en quelques mots, l'association Les Amis de Médiana. Alors, l'organisation de cafés littéraires. Ouais. Nous organisons aussi des randonnées et des visites guidées à Médiana. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait absolument ne pas rater quand on va à Médiana, vous qui êtes dans la promotion de la région? Beaucoup. Sidi Ahmed Ben Youssef a commencé. On commence toujours par le saint patron d'une ville quand on arrive. Et puis, il y a quelque chose qu'on oublie à chaque fois. Ce sont les mines de Médiana. Ces mines sont méconnues, alors que grâce au fer qu'on a extrait de ces mines, on a construit des monuments qui sont connus mondialement, la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté. Donc je pense qu'il y a... Puis il y a d'autres choses aussi à visiter. Et le pont ferroviaire de Tlemcen. Et le premier qui a été construit avec ce fer. Ouais. Car c'est un fer inoxydable. Et c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de succès. Ouais. Voilà. On n'a pas construit seulement, on a pillé pour construire. C'est ce qu'il faudrait dire aussi. Voilà. Pour réhabiliter l'histoire dans sa... Cette protection du patrimoine. Exactement. Et la sécurisation. Tiens, on va y arriver dans quelques instants. Comment va Médiana au jour d'aujourd'hui, sur le plan patrimoine, sur le plan
de sa préservation, sur l'aspect historique de cette ville? Alors, vous mettez justement vraiment le doigt sur un sujet qui est très épineux. Donc, écoutez, avec les organismes concernés, on essaye de faire revivre Miliana. C'est pas évident, bien sûr, parce que bon, il y a beaucoup de choses à faire, mais on y arrive. Tout doucement, mais on y arrive. On est en train de remettre à jour beaucoup de monuments. Par exemple, déjà la réouverture du Darih de Sidi Ahmed Ben Youssef qui était fermé et qui est très important parce que ce n'est pas seulement un lieu de culte, il y a quand même, c'est un lieu historique qui est lié à un personnage qui a fait partie de l'histoire de l'Algérie. Et pas que, nous avons des lieux qu'il faut faire revivre, sans oublier que, par exemple, Alphonse Daudet, lorsqu'il a écrit Lettre à mon moulin, il a écrit une partie de ce livre à Miliana, et il y a justement la partie qu'il a écrite à Miliana s'appelle Miliana. Ouais. Et pas que. Bien sûr, il y a d'autres, il y a le musée de Miliana qui a été la maison de l'émir Abdelkader et où a séjourné Napoléon III lorsqu'il est venu à Miliana. Et puis, etc. Voilà, nous essayons de remettre à jour tous ces monuments, tous ces lieux historiques. Et il y a une partie de la vieille ville. Oui. Il y a une partie de la vieille ville qui malheureusement a été défigurée. Oui. Et heureusement qu'il y a certains Milianais qui reprennent leurs anciennes maisons traditionnelles et qui les restaurent donc de façon Et justement, lorsqu'on fait nos visites de la ville, on fait visiter cette ville de Miliana, l'ancienne ville, qui a été construite par Bollorine. Donc la Médina de Miliana a été construite en même temps qu'Alger et Médéa. Là, on vient de voir un minaret, donc c'est le minaret qui est devenu un clocher. Donc il faut savoir que la place de Miliana, où est maintenant ce fameux le clocher de Miliana, c'est le minaret, oui, l'horloge, c'est le minaret d'une mosquée qui est ensevelie sous terre, parce qu'au fait, ils ont fait comme ce qu'ils ont fait à la place des Martyrs à Alger, donc ils ont surélevé la ville pour en faire un espace plat. En dessous de cette place existe un autre bout de la ville méconnu. Exactement. Une mosquée d'époque almoravide. Dans le minaret. C'est le minaret d'une mosquée. On est sur un patrimoine qui daterait du XIe siècle. 11e siècle. Oui. Donc il y aurait déjà près de 10 siècles. Quoi. Ah oui, oui. Et pas que. C'est une ville... Alors, on retrouve les traces de Miliana lors de l'arrestation de Jugurtha qui s'est faite dans la région. Et on parle déjà de cette région comme capitale refuge des Numides. Donc, on parle de Miliana à 105 avant Jésus-Christ. Mais pas autant que Miliana, autant que Zoukabar. D'accord. Et par la suite, donc il faut attendre entre 27 et 25 avant Jésus-Christ pour que ça soit une ville construite par les Romains, et elle portera le nom de Zoukabar. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment ancien. Puis après, on a l'arrivée des Vandales au 5e siècle, qui ont détruit la ville. Et puis après, il va falloir attendre l'arrivée de Bollorine, qui a redonné vie à cette ville. Voilà. Miliana, la ville à découvrir absolument. Ah oui. Alors, la ville dont vous faites la promotion aujourd'hui en tant que membre de l'association Les Amis de Miliana. Alors, juste pour dire, votre association, la dernière action en date, c'était? C'était Monsieur Ben Bitour, le café littéraire. D'accord. La prochaine? C'est Ramadan. Donc, pour le moment, c'est calme. Ça va être gentil. Il y en a un qui ne sait pas ce qu'est une période calme, c'est Abdelrahman Khalifa. Alors, auteur de plusieurs ouvrages, Histoire d'Alger, Bni Mazrana, 2007, Homaïn, ancien port du royaume de Tlemcen, Sieta, Constantine, la capitale céleste,
Tlemcen, capitale du Maghreb central, sorti en 2011. Béjaïa, la capitale des Lumières, vous avez touché pratiquement à toutes les régions. Oui. On ne pourra pas vous accuser d'être régionaliste, bien au contraire. Ah non, il me manque encore 2 villes royales. Qui sont la Qal'a d'Ibn Ahmed, dont le livre vient d'être terminé, donc qui va être donné à l'infographie puis à l'édition. Et disons Tihert, la capitale des Rostenides. Et à ce moment-là, on aura couvert l'ensemble de l'Algérie. Alors vous sortez des ouvrages chez Daliman Édition, chez Color 7 et chez Gaïa. Enfin, vous êtes assez équitable, vous en donnez 2 par maison d'édition et puis vous partez. Vous êtes un homme fidèle, un temps soit peu, selon les périodes. Alors du coup, ce qui est sûr, c'est qu'avec vous ce matin, on va parler donc de cette conférence que vous allez donner. Ça se passe à Méliana. Vous y serez, j'imagine. Ah oui, oui. Vous habitez à Méliana? Non, j'habite à Alger. Vous habitez à Alger. Mais bon, c'est juste à côté, quoi. Moi, en 1 heure, on y est. En 1 heure, on y est. Alors, ce qui est sûr, c'est que demain, vous y serez. Demain, vous donnerez une conférence. C'est le mois du patrimoine. D'abord, que symbolise pour vous le mois du patrimoine? Le mois du patrimoine, vous savez, c'est le 18 avril, 18 mai. Donc les pays du Maghreb en 75-76 avaient décidé de ne pas faire simplement la journée des musées et la journée des monuments historiques, 18 avril et 18 mai, mais faire un mois entier pour promouvoir le patrimoine. Et en fin de compte, maintenant, on se rend compte que ce mois n'est pas suffisant. Parce que le patrimoine, partout, sur 2 381 700 km², il vous manque 3 petits chiffres et vous auriez fait parfait. Et donc, on aurait eu, on a une immensité qui a, depuis la préhistoire, vous savez que maintenant l'Algérie, avec la découverte du site de Ain Bouchret, est le 2e foyer de l'humanité. Donc l'Algérie représente quelque chose maintenant, d'un point de vue du patrimoine, puisque c'est l'un des endroits les plus anciennement fréquentés par l'homme, ou par l'hominidé, à ce jour. Vous voyez, et donc, depuis Ain Bouchret, 2 400 000 ans, jusqu'à la période moderne, nous avons des milliers de sites qui sont, en principe, qui doivent être préservés. Même si, d'un point de vue législatif, on a à peu près 400 sites et monuments classés, dont 7 sur la liste du patrimoine mondial, il faut donc que l'Algérie fasse un effort supplémentaire pour préserver cette histoire qui est la nôtre. Et cette histoire, c'est notre identité. C'est ce qui fait que nous sommes Algériens. Alors, ça c'est... vous expliquez un peu l'origine du mois du patrimoine. Ça, c'est une chose. Mais vous pensez qu'aux yeux de la population, on sait ce que c'est que le mois du patrimoine? Eh bien... Au-delà des télévisions, qui sont en relation avec des ministères, donc des administrations, qui leur disent, voici, nous avons un mois du patrimoine, parlez-en, mais qui en réalité, vous allez dans la rue, vous rencontrez monsieur et madame tout le monde, vous leur dites le mois du patrimoine, ils vous disent, moi ça ne me touche pas. Moi c'était par rapport à cela que je posais la question sur le patrimoine et sur comment sensibiliser la population au patrimoine. Oui, vous savez, entre ce qui se faisait dans les années 70 et maintenant, il y a tout de même des progrès, puisque les gens revendiquent une identité, et quand ils revendiquent une identité, cette identité algérienne, ils sont obligés de se référer à des monuments qui sont dans notre pays. Vous voyez. Et donc, ce n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus dans les écoles, et vous faites votre travail dans la mesure où vous vous invitez pendant ce mois du patrimoine, vous invitez des gens du patrimoine, parce que ce patrimoine, il est à la fois immatériel, comme l'histoire du couscous ou de la musique, et matériel quand il s'agit de parler du tombeau royal mauritanien, de Tipaza, du Tassili, etc. Vous voyez. Donc, les gens, même s'ils n'ont pas ce rapport très, disons, particulier au patrimoine, savent que la Médina de Constantine, par exemple, fait partie de leur patrimoine.
le palais Ahmed Bey, ou si vous allez à Mila, vous voyez les remparts de l'époque byzantine, etc. Donc, ou la vieille mosquée de Aboul Muhajir Dinar. Donc, tout cela fait que... On s'arrête là? Oui. Aboul Muhajir Dinar, première mosquée édifiée, on peut le dire, en Algérie. Oui. Oui ou non? Moi, je suis plus sceptique, je vous ai dit cela, parce que les gens de Mila disent que c'est la mosquée d'Aboul Muhajir. Moi, je pense que... il n'y a pas de certitude là-dessus? Il n'y a pas de certitude, pas du tout. Parce que la polémique actuellement, c'est une vidéo qui circule sur Twitter, réalisée par une jeune femme qui ne montre pas son visage, mais qui la pose sur sa propre page, et qui parle de l'état dans lequel se trouve... un état lamentable. Un état lamentable, elle serait au bord de l'effondrement, elle s'inquiète pour cela. Bon, après, ce qui est alors pour les esprits qui réfléchissent un peu, mais qui ne maîtrisent pas non plus l'histoire et le patrimoine, ce qui est intriguant, c'est qu'elle assure avec certitude que cette mosquée est celle qui a été édifiée par Aboul Muhajir Dinar, alors qu'on n'en a pas aucune. Mais par contre, il y a une certitude dans cela. Elle fait partie du patrimoine. Elle fait partie du patrimoine. C'est un bâti très ancien qui... Est-ce qu'on l'a daté? Elle n'est pas datée. Elle n'est pas datée. Et de fait, on pense qu'elle serait, disons, de l'époque ottomane. Mais quand je dis ça à mes amis miléviens, ils sont un peu fâchés parce qu'ils veulent avoir la certitude que c'est la première mosquée. Mais qui peut certifier que c'est celle d'Aboul Muhajir Dinar? Non, personne ne peut certifier parce que les textes historiques ne vous parlent pas d'Aboul Muhajir Dinar à Mila au 7e siècle ou au 8e siècle. Donc ce n'est pas possible. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai découvert une mosquée à Tlemcen, dans le quartier d'Agadir, puisque Tlemcen s'appelait, avant d'être Tlemcen, s'appelait Agadir. J'ai découvert une mosquée avec mon ami Dahmani, 789, elle est datée, 789, donc qui serait l'une des mosquées les plus vieilles. Vous en avez une autre qui est à Ténis, qui daterait du début du Xe siècle, elle serait aussi donc de cette époque-là. Vous en avez une à Alger, qui est celle de Sidi Ramvan, donc en haut de la Kasbah, qui serait du Xe siècle, qui serait donc de l'époque de la fondation d'Alger par Bologhine Ibn Ziri. C'est ça. Mais on sait que la plus vieille mosquée d'Alger datée, c'est Jami' al-Kibir. Jami' al-Kibir, 1096. Mais on n'a aucune confirmation sur Aboul Muhajir Dinar. Sur Aboul Muhajir Dinar, on a, en dessous des piliers, on a 3 mètres d'alluvion qui font que on ne peut pas dire quelle date de cette époque-là. Mais il faut la préserver. Bien sûr qu'il faut la préserver. Il faut la préserver et puis faire des recherches sur... Il faut la préserver, comme il faut bâtir, et il faut préserver le bâti colonial d'Alger qui s'est effondré à la Kasbah, puisque on a eu donc l'immeuble qui s'est effondré se trouve dans le secteur sauvegardé, disons, d'Alger. Vous voyez. Exact. Alors, bon, hélas, on est pris par le temps. Les débats les plus intéressants filent toujours. On rappelle la conférence, ça se déroule demain. C'est au musée, vous m'avez dit, c'est à la fonderie. À la fonderie de Méliana. Oui. C'est connu? C'est connu, bien sûr. Et vous allez leur parler de l'Algérie, le patrimoine de l'Algérie. Oui. Vous avez parlé de sa sécurisation, c'était l'occasion de parler d'ailleurs de l'ensemble de ces mosquées et de ce patrimoine. Et vous le dites ancien et peut-être un peu plus récent avec le patrimoine de l'époque coloniale, patrimoine architectural, on ne parle pas des bienfaits de la colonisation, qu'on soit bien d'accord. Et ce sera l'occasion en tout cas de suivre tout cela demain. Merci d'avoir été avec nous. C'est nous qui vous C'était un plaisir de vous recevoir, j'espère que vous reviendrez très prochainement. Je pourrais juste rajouter... vous avez un demi-mot. Voilà, c'est juste pour dire que demain, il y aura la gendarmerie et la police. Et pourquoi? C'est parce que c'est à eux de protéger ces monuments. Voilà le message. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr, il faut... En plus de la conscience collective qui doit être... Absolument. Et plus que cela, la fonderie, le lieu montre qu'il faut se développer. Et l'émir Abdelkader a fait cette fonderie pour permettre aux Algériens de se défendre.
et de défendre leur patrimoine. En tout cas, je serais très honoré de vous revoir sur ce plateau. Merci à vous. Merci d'avoir été parmi nous, Abdelrahman Khalifa. Et Nasser Abouzar, Abdelrahman Khalifa avec Alger, l'a bien gardé. C'est le livre sorti aux éditions Gaïa. Un très beau livre à vous procurer absolument. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Maya Amrani et Cheikh El Mahrousa en parlant de patrimoine. Le costume traditionnel. Le costume traditionnel. Pardon, excusez-moi. On est dans tout, vous avez 15 minutes exactement pour nous convaincre aujourd'hui. Bonjour Maya Amrani. Bonjour Mahrez, bonjour à vous tous, bonjour à Cheikh El Mahrousa qui est parmi nous, bienvenue bien sûr. Et c'est le mois du patrimoine, nous allons parler beaucoup de notre patrimoine immatériel, déjà le costume traditionnel, n'est-ce pas Mahrez? Exactement. Cheikh El Mahrousa, comment ça va bien? Ça va, vous allez bien monsieur Mahrez, bonjour. Alors bonjour Maya. C'est votre anniversaire? C'est l'anniversaire, je pense, de Cheikh El Mahrousa, non? Voilà. Aux amandes. Cheikh El Mahrousa. Sérieusement, c'est quoi l'histoire? Eh bien, nous fêtons son anniversaire aujourd'hui. Mais c'est le vôtre ou celui d'un de vos ancêtres? C'est vrai que je fais 85 ans aujourd'hui. Oui, puisque nous allons parler patrimoine. Le 4 mai à 7h moins quart. Donc, vous faites partie du patrimoine. La même date de naissance que mon cheikh. Que votre cheikh? Oui. Le Mahrousa, voilà. Voilà. Donc c'est son anniversaire. Oui. Et c'est le vôtre aussi. Oui. Vous êtes né quelle année? J'ai fait mes 85 ans. Non, 60? 61? C'est à vous. Ah, je suis un peu plus vieux que ça, 61. 62? Je suis plus vieux que ça. Ah, vous êtes né en 57 alors? Plus. 54? 34. Impossible. Bon, c'est pas grave, on va parler du costume traditionnel. Je n'avais pas compris ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Moi, je trouve votre gâteau exceptionnel. Et exceptionnel, ça donne envie. On y va, parlons-en. Alors, eh bien oui, on va parler d'abord du costume traditionnel. Vous savez que le costume a déjà des millénaires d'années. Et puis, il y a aussi les costumes récents. Nous, on a voulu parler du costume ancien, parce que le costume ancien a aussi son histoire depuis 1800, depuis les années 1800, 1700, etc. Nous avons vécu des changements de costumes entre le traditionnel ancien, le traditionnel nouveau, revisité, refaçonné. Et comment vous voyez, vous, le costume traditionnel? Tout d'abord, je dois commencer par Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin wa Allahu waliyyu salihin. Je voudrais souhaiter tout d'abord informer la communauté musulmane que cette année, chaque 33 ans ou 30 ans, qu'on peut avoir un ramadan avec 4 vendredis. Dans l'histoire spirituelle, on dit que c'est un am Mubarak. Donc cette année, on a 4 vendredis. Et ce n'est pas chaque an qu'on a 4 vendredis dans le mois de Ramadan. Donc il dit que cette année, Mubarak Ktir, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc ce qui concerne le costume traditionnel, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites
sur les coutumes et les traditions, parce qu'il n'y a pas beaucoup de manuscrits. Il n'y a pas beaucoup d'historiens qui ont écrit sur le costume algérois ou le costume du Maghreb, de l'Afrique du Nord. Par exemple, si vous prenez les écrits de le frère Diego de Haïdo, c'est un abbé et un pasteur qui a été captif à Alger entre 1578 et 1581, c'est lui qui avait écrit Les Rois d'Alger. Dans certains passages, en paragraphe, il avait évoqué le costume algérois. Maintenant, dans le costume algérois, il y a des costumes qui datent à peu près avant la naissance ou le passage de Sidi Abdelrahman, le Ta'alibi, le Makhlouf, le Jafari, Abou Zayd. Il y a des costumes qui ont été venus ou transférés de l'Andalousie à partir de la tombée de la Grenade de 1492. Donc, voilà. Alors, maintenant, il faut définir pour les vous redonner un petit peu de mémoire, on va vers un reportage qui a été fait sur le costume traditionnel. Et donc, entre-temps, il y a aussi un costume qui date de 200 ans que nous allons voir. Allez, reportage sur le costume traditionnel signé Maya Amrani avec Cheikh El Mahroussa, et puis juste après, c'est la fête. On va manger un peu de gâteau. Allons-y. Le costume traditionnel n'est pas qu'un vêtement créé par l'homme et conçu pour habiller le corps. C'est un mode d'expression reflétant une histoire, mais aussi une identité. Le costume traditionnel algérien n'a cessé d'évoluer et de s'enrichir, ce qui démontre cet esprit créateur et novateur du styliste Lies Belkacimi. On va essayer de réaliser son patron pour sa veste peau. La différence entre l'ancien caraco qui est fait à base, premièrement, c'est à base de la coupe. L'ancien, il est fait sur la base du corsage. Oui. Et celle-là, non, on fait la base d'une veste droite classique. C'est la première différence. La deuxième différence, c'est la qualité du tissu. L'autre, son velours est fait à base de coton sur une toile. Et celle-là, non, elle est faite à base du coton 100%. Et ça, c'est du fitla, et comme l'ancien, c'est du soutèche. C'est pas du fitla. C'est pas pareil. Voilà. Et il y a les valeurs qui changent aussi. On a cette veste caracola qui est date presque de 200 ans. Elle appartient à la grand-mère de mon grand-père. Elle est née en 1818. D'accord. On peut dire que cette veste-là est confectionnée en 1834-36. Cette veste caracola, elle est conçue avec un velours un peu spécial. C'est pas comme celui qui existe maintenant. D'accord. Elle est trop épais. Pas comme celle-là, elle est moins épaisse. Elle est faite de base du coton sur une toile. D'accord. Elle est brodée avec soutège moins épais que celui qui existait maintenant. Qu'on utilise maintenant. Et ce qui permet que pour avoir de belles courbes et belles angles aussi. On a aussi ces pompons-là qu'on appelle chez nous charlava. Elle est conçue avec du fil argent, fait à la main et au bout avec des petites paillettes. D'accord. On a des manches fuselées et fondue par-dessus, avec des boutons en nacre et support en argent. Au-delà de sa pure fonction vestimentaire, le haïk, considéré comme héros de la résistance algérienne, symbole de pureté et de noblesse, il est porté dans toutes les circonstances. Jusqu'au début du XXe siècle, le péplum en laine appelé akhellel constitue la pièce maîtresse du costume féminin kabyle. Puis, le choix des tissus et des couleurs ont réussi à transformer ce costume. Cette tenue-là est une tenue de la femme berbère qui existait avant 1830. Et à l'origine, cette tenue-là est faite avec de la laine. On dit, avec le mot berbère, takhellalt. Takhellalt, c'est le mot féminin de akhellal. Akhellal, c'est du tapis. Et takhellalt, puisqu'il est porté sur une femme, on appelle ça takhellalt. Bon, elle est conçue de la laine. Elle est faite de 4 pièces. On a 2 bénérates, une bénérate courte
Une deuxième niqab qui se met juste Plus sur longue. les épaules, plus longue. Sur les épaules, on a l'habit, là, et sa ceinture. Voilà. Elle est décorée avec des bijoux kabyles, avec de l'argent, tout ça, avec des broches et des ceintures, et aussi beaucoup d'oreilles. Je me suis inspiré de la tenue de M. Mouqalani, Cheikh Mouqalani, Allah yarhamou, bien sûr. Sa tenue est une parure de 8 pièces, d'accord, qui est du haut en bas. On appelle ça le turban, l'imama, chez nous en Algérie. Ça, on appelle ça le haf. Et là, la ceinture, comme là, sur la ceinture, on voit qu'elle est rayée, c'est une ceinture qui est rayée. On appelle ça hzam zerrouk. On a les deux pièces qu'on peut voir là. C'est les deux gilets qui sont portés. Un premier gilet avec un col officier et sans manche dedans, qu'on appelle le gilet intérieur. Relila Dkhlaniya. On a le deuxième gilet qui s'appelait Relila Braniya, le gilet extérieur. C'est une petite veste qui ne ferme pas, avec des boutons, avec une manche bien fuselée. On a aussi un pantalon avec 28 plis. On a aussi le boots. Alors, voilà. Fait avec le cuir de vachette, conçu à la main. Et la botte est brodée. Brodée avec du fil du mjbout. Fait main aussi. D'accord. Voilà. Le burnous, fait avec la poêle de chameau. Oui. Typiquement algérien. D'accord. On trouve d'autres burnous faits avec d'autres tissus, avec des toiles, ou bien avec des lames. Il y a aussi une recherche qui dit que avant les environs du XVIIe siècle, 1600 et 1700 comme ça, il y avait des burnous qui sont faits avec la poêle des taureaux. El Melhfa, tenue traditionnelle ancestrale que portent les femmes du sud de l'Algérie et de la région des Aurès. Elle contient 2 pièces. Le fond de robe avec des manches que ce soit là, ou beaucoup plus large que celui-là. Fond. Voilà. Et il y a le mlahfa. Alors, elle est tenue normalement par... C'est avec des broches. Voilà, avec sur les broches épaules. ici, là, sur Oui, les épaules. ce n'est pas cousu. Il y a le skhab, c'est pas cousu. Il y a notre mlahfa qui monte en bas, en haut, et elle tourne. Voilà. Sur le devant avec 2 volants, on trouve 2 volants toujours. Très bien. Voilà, avec des bandes dorées ou bien multicolores ou bien. Et sur le dos, on met sur juste un volant comme celui-là. Le costume traditionnel algérien jouit d'une histoire, relate un passé, reflète une richesse et abrite un trésor, celui de notre existence. Voilà, le costume traditionnel raconté par Maya Amrani et votre invité aujourd'hui, Cheikh Maharoussa. Alors, on remercie en tout cas M. Belkacimi qui nous a donné plein d'informations concernant le costume traditionnel. Et nous avons fait appel au Cheikh Maharoussa qui va, bien sûr, continuer à nous l'expliquer. Bon, j'ai vu le costume, je ne suis pas un spécialiste en couture, un styliste ou un créateur, mais je peux vous donner sur le plan historique. Le caraco, avant, il s'appelait Rlila. Avant le XVIIIe siècle, d'accord. Et c'était pas tout le monde qui pouvait le porter. C'était les familles de l'aristocratie d'Alger qui pouvaient le porter. Et il y a eu une évolution. L'évolution, ça a pris à partir de 1930, le changement de sa création, les motifs qu'il y a. Donc il y a plein de costumes qu'on devrait, on devrait faire de la recherche. Parce que tous les costumes, c'est après, parce que vous savez, tous les costumes, c'est après l'époque ottomane, c'est-à-dire à partir de 1515-1830. Il y a plein de costumes qu'on devrait en parler. C'est vrai que le temps nous presque. Voilà, très bien. Alors, donc, on va revenir surtout. Bon, là, on a expliqué un petit peu, on a survolé le costume traditionnel. On y reviendra, bien sûr, puisque nous aurons plusieurs fois pour en parler, Inch'Allah. Et là, on va parler, bien sûr, nous sommes à la veille du Ramadan. Oui, le Ramadan. Vous m'avez parlé tout à l'heure même sur le haïk. Le haïk algérois. Vous savez que le haïk, avant, on n'avait pas. À l'époque de Sidi Abdelrahman, les gens ne portaient pas le haïk. C'était le haïk al-burqa, ce qu'on appelait. C'était l'étoffe en laine épaisse. C'était un genre qui nous protégeait. C'est à partir
de l'installation du canon du Pedro Navarro, c'était sur le pénon qui se trouve, le pénon, ce qu'on appelle le phare de l'Amirauti ou la Dars de Khaireddin. Ils avaient placé un canon en face de la Médina de Bin Zamla ou la Sidi Abdelrahman. C'est à un moment-là que s'était installé une épine dans les cœurs des Algérois. Et c'est comme ça qu'on a repris, après la conquête, le Haïk de Charles Quint, 25 octobre 1541. Les gens, les autochtones d'Alger, c'est une petite communauté qu'ils ont obligé à leurs femmes pour les protéger des Espagnols soldats qui avaient, parce qu'il y avait un fort qui était dans la mer. Donc c'était comme ça, après c'est développé le Haïk Marama. Et le Haïk a été élégamment porté et il a servi aussi à la résistance algérienne. Alors ce gâteau c'est quoi? Dites-nous la vérité, là c'est fini. C'est mon anniversaire. C'est le vôtre? Oui. Et celui de votre maître? Oui, voilà. Et vous êtes né la même date? Oui. Mais pas la même année? Très bien, vous avez deviné. C'est parce que tout le monde se pose la question. Allez, je crée à 85 ans, vous inversez les chiffres. Vous avez même pas 55 ans. Eh bien, c'est 55 ans. Sérieux? Voilà. Allah يبارك عليك. Vous soufflez? Vous venez. Allez, venez souffler. Allez, camarades, on se retrouve dès demain. Maya, vous venez par là. Allez, on y va. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. الله يطول في عمرك والله يشد لك ولادك. الله يسلمك. Allez, très bien. Soufflez avec. Joyeux anniversaire. Longue vie. Allez, longue vie. Merci à vous. À demain. Ciao. Longue vie et à bientôt.